Bonjour mes chouchous et bienvenue pour un nouveau cours de spécialité SVT. Et là aujourd'hui on va s'intéresser plus précisément à tout ce qui peut se passer dans votre petit sérum sanguin lorsque vous êtes malade. Alors, on est toujours sur les documents de base, quand je précise pas, on est toujours sur votre bouquin de l'édition Bordas de premier enseignement de spécialité. La dernière fois qu'on s'était vu, on s'était intéressé au lymphocyte B, puis le fait qu'il pouvait se transformer en plasmocyte qui sécrétait des anticorps. Et là aujourd'hui, on va être encore sur l'action des lymphocytes B et on va s'intéresser plus spécifiquement aux anticorps, leur diversité et en même temps par rapport à leur diversité en gratouillant un peu puisqu'il y a plusieurs types d'anticorps qui peuvent être sécrétés. On va essayer de se servir de ces spécificités pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut dépister une maladie si on a déjà été en contact avec un virus, si on est en contact avec, à quel stade de la maladie on peut être, si on est au début, à la fin ou si on a guéri. Allez hop, on va commencer par une toute première partie. En fait, je vais vraiment essayer de vous expliquer un petit peu cette structure, puisque les anticorps, ce sont des protéines, et ces protéines ont des formes particulières. Donc je vais d'abord vous expliquer un petit peu tout ça, et une fois que vous aurez ces bases, je vais vous lancer sur deux activités différentes. Allez, c'est parti. Alors, d'abord, la première question qu'on se pose, c'est en quoi est-ce que cette structure des immunoglobulines permet de faire en sorte que, un anticorps, une immunoglobuline va pouvoir choper un seul type d'antigène et pas un autre. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est vous présenter le schéma d'une immunoglobuline et après voir avec des visualisations 3D, en fait, comment est-ce que ça peut interagir plus précisément. Allez, c'est parti. Donc, on commence par le schéma de base, que voici. Donc, vous avez le document qui est dans votre bouquin. Donc là, je fais un petit zoom comme ça on verra un petit peu mieux. Donc, vous avez l'anticorps qui ressemble à ça. Donc, schématiquement, c'est un Y, où vous avez au niveau des, on va dire, les bras levés de l'anticorps, vous avez en fait deux sites où l'anticorps peut interagir avec des antigènes. Ce qui veut dire qu'un anticorps de ce type-là peut choper deux antigènes. Alors, comment expliquer tout ça ? Déjà, premièrement, vous avez remarqué que vous avez deux couleurs, vous avez du bleu et du rouge. Et en fait, ce bleu et ce rouge correspondent à des chaînes d'acides aminés. Au total, si vous comptez, vous avez un rouge, un autre rouge, donc ça fait deux. Et après, vous avez un bleu et un autre bleu. Donc finalement, vous avez au total 4 chaînes d'acides aminés qui sont présentes et après qui vont se rassembler. Donc en fait, un anticorps, c'est quelque chose qui est assez complexe. J'avance un petit peu dans la configuration. Donc d'abord, je vais m'intéresser aux chaînes lourdes. Pourquoi est-ce qu'elles sont lourdes ? Tout simplement parce qu'elles sont plus longues. Plus vous allez avoir une chaîne qui sera longue, plus elle sera lourde. Hein. C'est tout bête. Plus il y a du matériel, plus c'est lourd. Donc déjà, première chose, c'est que vous avez deux chaînes lourdes qui sont présentes avec comme particularité. Donc ces deux chaînes, en fait, elles vont se rassembler à ce niveau-là. Et en fait, vous allez avoir une partie qui est dite variable, donc c'est une partie ici et une autre partie ici, notamment qui correspond au site où vous avez les antigènes qui pourront se fixer, et puis vous avez une autre partie qui correspond à celle-ci, qui est constante. Et c'est cette partie constante qui est hyper importante parce que c'est cette partie-là que les globules blancs vont pouvoir reconnaître, et notamment les macrophages. Les macrophages vont pouvoir reconnaître ça pour pouvoir ensuite faire la phagocytose. Cette partie-là peut être aussi reconnue par d'autres éléments qu'on appelle le complément, et en fait le système du complément peut se fixer avec ça, et en fait vous avez toute une réaction en chaîne qui peut se faire, soit favoriser l'intervention de globules blancs, ou soit vous avez une réaction protéique qui peut se faire et qui peut aller envoyer en gros des protéines qui permettent de percer et donc de faire éclater soit des cellules malades ou soit des bactéries, etc., etc. Donc voilà, ce truc est hyper important, c'est que vous avez vraiment cette partie qui est constante pour la chaîne longue, et puis de l'autre côté vous allez avoir des parties plus variables. Ensuite, on a parlé des chaînes lourdes, vous allez aussi avoir des chaînes qui sont légères. Légères parce que, comme vous pouvez le voir, elles sont plus courtes.
Donc on en a deux. On en a deux, et puis là en fait vous allez toujours avoir un peu la même histoire. Vous allez avoir une partie qui va être très variable au niveau du bout, et après vous allez quand même avoir des parties constantes, parce qu'il faut bien quand même qu'avec la chaîne longue, la chaîne lourde, il faut bien que ça puisse quand même faire des jonctions pour pouvoir se mettre ensemble. Donc voilà. Donc deux chaînes lourdes, deux chaînes longues. Et quand ça s'assemble, si on fait, au lieu de prendre les deux chaînes de chaque côté, si on prend une seule chaîne lourde et une seule chaîne légère, alors le H c'est pour heavy qui veut dire lourd, hein. Je sais pas si c'est low ou autre chose. Donc si vous avez une chaîne lourde et une chaîne légère, vous verrez que ces fameux petits ponts que je vous ai indiqués tout à l'heure va permettre la jonction. Étant donné que ça joue de façon symétrique avec une autre chaîne lourde et une autre chaîne légère, ça va permettre de refaire une autre configuration. Donc cette configuration-là, avec la partie qui est constante, de ce côté-ci sur la chaîne lourde, et aussi un petit peu de constance à ce niveau-là pour qu'on ait la jonction qui puisse se faire. Après on a une région qui est vraiment très très variable, et c'est cette région qui va être très très variable qui va permettre de choper un antigène. Donc c'est pour ça, si par symétrie on en met deux, eh bien on se retrouve avec deux sites qui peuvent capter des antigènes. Et ce sont vraiment ces endroits-là qui vont permettre de choper les antigènes. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette structure des immunoglobulines, qui sont donc des protéines fabriquées par les lymphocytes B ou alors les plasmocytes. Maintenant, on va voir comment est-ce que ça interagit de façon en 3D. En gros, là, c'est juste de la confirmation de ce que je vous ai raconté. Juste là, vous avez quelque chose de plus visuel. Alors, ici, vous avez donc deux représentations avec des sphères. Chaque sphère correspond à un acide aminé, hein, pour faire simple. Et vous avez des parties qui sont colorées. Vous avez du vert, du bleu et du rouge. Et en fait, à gauche, vous avez donc une liaison qui se fait à l'enveloppe du virus de la grippe. Donc ce qui est en vert, en fait, c'est du virus de la grippe. Et en bleu, c'est la chaîne lourde. Et en rouge, c'est la chaîne légère. Et en fait, vu qu'il y a c'est un seul type, vous allez avoir en fait une configuration qui va permettre de choper la grippe ici. À droite, vous avez la même structure, donc lourde, légère, sauf que ce n'est pas la même séquence d'acides aminés. Ça va permettre de choper un autre antigène qui correspond à la protéine P24, que l'on retrouve sur l'enveloppe du VIH. Il faut savoir que le VIH, c'est le virus d'immunodéficience humaine. C'est ce virus-là qui plus tard donne un syndrome du système d'immunodéficience acquise, c'est donc le sida. Donc c'est le virus qui peut provoquer le sida. Donc voilà, simplement si vous regardez bien à gauche et à droite, vous voyez que ce qui est en rouge, par exemple la chaîne légère et puis la chaîne bleue, sont pas tout à fait identiques, et c'est parce que les chaînes lourdes et légères ne sont pas les mêmes dans les parties variables que ça va interagir avec des antigènes différents. Maintenant, on avance un petit peu plus dans la précision. Là vous avez donc toujours les deux parties qui sont présentes, sauf que là cette fois-ci on n'a pas du tout les antigènes qui sont montrés, on a uniquement les anticorps. Donc on a donc comparaison entre les bras des deux anticorps sans les molécules antigéniques, donc on a nettoyé, on a uniquement les bras des anticorps. Les chaînes sont représentées en rubans, donc vous avez, au lieu d'avoir des petites bouboules, vous avez uniquement des rubans. Ruban rouge c'est pour la chaîne légère, ruban bleu pour la chaîne lourde, et en fait ce qu'on vous représente uniquement en bouboule, ce sont en fait les acides aminés qui changent d'un côté et de l'autre, je veux dire au niveau du site actif qui va vraiment attraper l'antigène. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les chaînes H et L, vous remarquerez, donc les numéros que vous avez, ce sont les positions des acides aminés. Et vous remarquerez qu'en fait, on n'a pas les mêmes acides aminés aux différentes positions entre les deux. Donc le fait de ne pas avoir les mêmes acides aminés va faire que la configuration spatiale de votre anticorps ne sera pas la même, ce qui fait que la forme ne sera pas la même, la forme 3D, ce qui fait que les interactions ne seront pas les mêmes, c'est-à-dire qu'un anticorps pourra attraper, c'est un peu comme une clé avec une serrure, les formes qui correspondent à un antigène, ça va permettre de choper cet antigène. Si la forme ne correspond pas, ça ne peut pas attraper cet antigène. Voilà, donc vous savez tout sur ces fameux anticorps en termes de structure, et puis quelle est la conséquence de cette structure en termes d'interaction avec des antigènes. Maintenant, hop, je vous laisse
ce long bilan qui vous résume tout ce que je viens de vous raconter. Donc structure de base d'une immunoglobuline, c'est la suivante. On a un dimère, c'est-à-dire qu'on a 2 fois la même chose. On a 2 fois une chaîne lourde et 2 fois une chaîne légère. Et quand on a une chaîne lourde et une chaîne légère qui sont ensemble, eh bien on multiplie ça par 2 et pouf, ça vous fait votre petit Y. La chaîne lourde et la chaîne légère ont dans la même zone une partie très variable qui va faire qu'on va avoir une spécificité par rapport aux antigènes. Et la partie constante, la chaîne légère, pourra se fixer à la partie constante de la chaîne lourde. Et la partie constante de la chaîne lourde va permettre d'interagir avec des globules rouges, des globules blancs, excusez-moi, qui vont être capables de faire la phagocytose. Et donc, ce truc-là va permettre d'aider en fait la réaction immunitaire. Donc, ça correspond au dernier exercice que je vous avais montré. Et puis voilà. Alors, maintenant, on va attaquer un petit peu les exercices qui nous intéressent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, notre organisme est capable de produire des anticorps qui sont capables de fixer n'importe quel antigène. Hein. Peu importe la molécule que vous allez croiser, notre corps est capable de fixer cet antigène-là. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on est capable de faire autant d'anticorps différents, en sachant que il y a énormément d'antigènes qui peuvent arriver nous enquiquiner. Alors, ce que je vous propose, c'est donc un exercice qui va s'intéresser à ça. Donc l'origine de la diversité des anticorps présents chez un même individu, et on est parti. Je vous ai pondu un document pour lequel vous avez en fait 1, 2, 3, 4 parties différentes. Premièrement, vous avez la structure du récepteur B, classique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir donc la fameuse chaîne H, donc la partie lourde, et en fait, la partie qui est variable, qui a tendance à changer sur la chaîne lourde, eh bien, on l'a découpée en fait en 3 parties différentes, V comme vraiment variable, D, je sais plus ce que c'est, et J, c'est pour la partie jonction, pour que la jonction se fasse avec l'autre chaîne, la chaîne L. La chaîne L, il faut savoir que vous avez 2 types de chaînes L qui existent. Soit vous avez les kappa, soit les lambda. Et pour ces chaînes L, vous avez donc la partie V variable et puis la partie J pour faire des jonctions. Voilà. Donc il faut savoir que sur cette protéine, vous avez donc des parties, des zones qui sont là. Et ces parties-là, V, D, J pour les différentes chaînes, mais elles vont être codées, forcément, ce sont des protéines, donc ça va être codé par des gènes. Et ces gènes vont être portés sur 3 chromosomes différents. Donc là, je vous ai mis un karyotype, c'est juste à titre informatif, hein, ça ne va pas vous aider à faire l'exercice. Mais chez les hommes et chez les femmes, en fait, on retrouve des gènes qui vont permettre de coder pour les immunoglobulines B. Vous allez avoir donc ces gènes qu'on va retrouver sur le chromosome 2, sur le chromosome 14 et sur le chromosome 22. Ensuite, je poursuis. Voilà à quoi ça ressemble. En fait, vous allez avoir des espèces de groupes, en fait des morceaux de gènes un peu, qui vont se retrouver, par exemple pour les V, on va les retrouver à un endroit, pour les D, les parties D, on va les retrouver à un endroit, et pour les parties J, on va les retrouver à un autre endroit. Donc en fait, vous allez avoir réparti sur vos différents chromosomes vous allez avoir des parties codantes pour V, mais en fait, il faut imaginer que le gène qui va coder pour V, eh bien, en fait, c'est plein de petites boîtes qui vont de 1 jusqu'à je sais pas combien, hein, donc il y a des résultats qui sont montrés. Et en fait, la particularité de tout ça, c'est que pour V, vous allez avoir des recombinaisons qui vont se faire au sein même de l'ADN, et qui est ces recombinaisons différentes. Imaginons qu'on ait 10 boîtes qui vont de 1 jusqu'à 10 pour la partie V. Eh bien, ça veut dire qu'on peut s'amuser avec les 10 petites boîtes à dire toi je te supprime, toi tu dégages. Donc ça veut dire que chez les lymphocytes B, vous avez carrément cette possibilité. C'est un petit peu comme si on avait... vous vous rappelez de l'ARN, la maturation de l'ARN avec les introns, les exons, eh bien c'est un petit peu comme si on faisait la même chose, mais au lieu que ce soit de l'ARN, c'est carrément dans l'ADN. Donc ça veut dire qu'en fait les lymphocytes, ils font un truc de fou, c'est qu'en gros ils s'amusent à découper des morceaux de leur gène dans ces parties-là uniquement pour faire leurs récepteurs. Donc s'il y a des découpages, des réarrangements qui se font pour obtenir finalement des régions V, D et J qui vont être différentes. C'est ça qui va faire la diversité de vos récepteurs B. Donc voilà.
Vous avez ces différentes régions qui vont se réarranger pour V, pour D et pour J. Et une fois qu'on sait tout ça, tchouk, eh bien, on fait un petit décompte de tout ça. Alors, pour être honnête, ça, c'est pour vous. C'est un truc qui est assez pointu, et là, honnêtement, les nombres sont un peu simplifiés. Pour moi, je suis allé sur Internet, sur d'autres sites, c'est clairement pas ça les résultats. Mais on va travailler avec ces résultats-là pour que, voilà, que ce soit un petit peu plus simple. Donc, voici un tableau, en fait, qui vous dit la chose suivante, c'est que pour les chaînes lourdes H, vous avez 45 portions pour V, vous avez 23 portions pour D et 6 portions pour J. Après, quand on regarde les chaînes légères, pour les chaînes de type kappa, donc on va prendre uniquement celle-là, enfin c'est cette colonne-là, donc vous avez 35 parties qui codent pour V, il n'y a pas de partie D, et pour J, vous en avez 5 différentes. Et pour lambda, vous en avez 30 qui font pour la partie V, et 4 pour la partie J. Une fois que vous savez ça, donc je vous dis, donc ce texte-là en fait reprend ce que je viens de vous raconter en expliquant le document. Et moi en fait ce que je veux vous demander, c'est, on sait que les gènes des lymphocytes B en fait vont se recombiner avec pour la partie pour la chaîne lourde et puis pour la chaîne légère. Donc on a plein de possibilités différentes pour VD et J. Et en sachant ça, je vous demande le nombre de chaînes lourdes qui peuvent être créées avec les recombinaisons entre VD et J, et le nombre de chaînes légères de type kappa et aussi de type lambda qui peuvent être créées avec les recombinaisons avec V et J. Donc à partir des résultats, enfin du tableau que vous avez ici. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, que vous connaissez l'ensemble des nombres de chaînes lourdes et de chaînes légères, kappa et de chaînes légères lambda que vous pouvez obtenir, vous servez de ces résultats et puis vous me dites finalement au total combien d'immunoglobulines on peut fabriquer avec ces différentes recombinaisons. Et donc ça veut dire au final combien de lymphocytes B différents peuvent être créés. J'insiste, en réalité, il y en a plus que ce qui peut être obtenu avec ce tableau, mais c'est pas grave, on avance, au travail, à vous de jouer. Bien. Allez, on s'attaque à la diversité des chaînes lourdes et légères qu'on peut obtenir. Alors, on s'intéresse uniquement au tableau, finalement le reste, vu que je vous l'ai expliqué, bon, c'est pas le plus important. Donc là maintenant, on s'intéresse uniquement aux chaînes lourdes, et vous avez 3 valeurs différentes, 45, 23 et 6. Alors, comment est-ce qu'on fait pour obtenir la diversité de tout ça ? Et vous avez aussi pour les chaînes kappa et puis pour les chaînes lambda, mais nous on va se focaliser pour commencer pour les chaînes lourdes. Alors, la démarche à suivre est la suivante. Primo, le nombre de recombinaisons possibles pour la chaîne lourde, il suffit de faire V fois D fois J. Donc, si je regarde les valeurs que j'ai là, on fait 45 fois 23 fois 6, voilà ce que j'obtiens. Je fais la multiplication et on a 6210. Donc, on a 6210 chaînes lourdes différentes qu'on peut obtenir. Ensuite, on fait la même chose avec la chaîne légère K. Donc, on a 35 et 5, donc on fait tout simplement 35 fois 5, ça fait 175. Donc, on a 175 chaînes légères différentes qu'on peut obtenir. Et on fait la même chose avec la chaîne lambda, V fois J, ça fait 30 fois 4, et bien ça fait 120. Voilà, la première partie, vous l'avez faite, nickel. Maintenant, combien, avec ces éléments-là, en sachant qu'on peut obtenir tant de nombre de chaînes lourdes et puis tant de nombre de chaînes légères type kappa et type lambda, combien finalement de lymphocytes B on peut fabriquer, puisque chaque lymphocyte B va avoir un récepteur B différent. Eh bien, il suffit simplement de combiner les deux, c'est-à-dire de multiplier ce qu'on a obtenu là avec ça. Donc on va obtenir 6210 fois 175, ça va faire 1 million, ça va faire plus d'1 million de combinaisons possibles. Maintenant je fais la même chose avec les chaînes lambda, donc je vais avoir 6210 fois 120, ça va faire 745 000 environ. Maintenant, si je veux vraiment avoir le total du total, eh bien, je vais tout simplement additionner les anticorps avec les chaînes kappa et les chaînes lambda. Je vais obtenir tout bêtement donc 1 86 750 plus 745 200, bah, on obtient presque 2 millions. Alors, et j'insiste, je vais vous montrer un truc.
Voilà, c'est le site, vous l'avez hein, pour la source, c'est ça. Vous voyez, moi j'ai un tableau, je suis tombé sur internet avec un tableau, vous voyez que le nombre de gènes, de segments de gènes pour la partie lourde, la partie variable, vous voyez que je suis à 1000 au lieu de 45, et là je suis à 300 pour la région kappa au lieu de 35. Donc vous voyez que finalement, en termes de nombre déjà qui est possible pour fabriquer les différentes chaînes, on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs. Là on est presque à, c'est quoi 7,2 fois 10 puissance 7, en gros ça fait du 72 millions si je dis pas de bêtises, non ça fait, oui si ça fait ça. Donc ça veut dire si on a à peu près l'équivalent pour les chaînes lambda, j'aurais à peu près, si je combine les deux, je serais à plus de 100 millions. Donc en termes de diversité, finalement, on est à bien au-dessus de ce que vous avez vous, mais bon, bref. Tout ça pour vous dire que vous avez des nombres qui sont énormes, ce qui permet de conclure à la chose suivante, c'est que notre corps est capable de faire face à n'importe quoi en termes de nombre, enfin en termes d'antigènes. Et donc, on peut dire ceci, donc la diversité des immunoglobulines portées par les lymphocytes B ou sécrétées par les plasmocytes va s'expliquer par ces réarrangements au sein même de l'ADN qui vont coder pour les parties variables des chaînes légères et des chaînes lourdes. Les lymphocytes B et les plasmocytes qui sont issus de la même lignée auront dans leur ADN le même réarrangement des gènes, donc ils vont fabriquer le même anticorps. Et dans ces réarrangements, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible qu'on tombe sur un anticorps qui est capable de reconnaître des cellules de notre propre corps, donc ils sont capables de nous reconnaître nous-mêmes, donc ils sont capables d'être agressifs envers nous-mêmes. Dans ces cas-là, il y a un tri évidemment qui se fait quand il y a ce genre de choses qui est détecté, cette lignée cellulaire est détruite, comme ça on n'est pas enquiquiné, et ça évite de développer une maladie qu'on appelle auto-immune. D'accord, ça, je pense que vous avez peut-être déjà entendu. Donc c'est auto-immune, ça veut dire que notre immunité est orientée contre nous-mêmes. Donc pour éviter d'avoir ce genre de maladies qui peuvent être assez graves, eh bien notre corps en fait élimine directement ce genre de lymphocytes. Alors, c'est ce qui est expliqué dans votre bouquin, vous avez un passage là-dessus, mais mon exercice il est mieux. Donc voilà en gros ce que vous pouvez avoir avec les lymphocytes B, avec des réarrangements différents qui vont permettre d'obtenir des récepteurs différents. Et sur le côté ici, vous avez en fait la même chose avec des lymphocytes T. Donc en fait, vous avez la même chose qui va se passer avec les récepteurs aussi, où on va avoir un réarrangement dans l'ADN qui va permettre d'avoir des récepteurs T différents et avoir une grande variabilité des récepteurs T, en sachant que vous avez vu la forme des récepteurs n'est pas la même, on verra ça donc la semaine prochaine sur la spécificité des lymphocytes T. Alors, et donc ça va permettre, avec ce fameux contrôle qualité, vous avez plein de lymphocytes B là, qui sont fabriqués, apoptose des lymphocytes B qui reconnaissent le soi, donc tac, on les détruit, et après parmi les lymphocytes qui ne sont pas orientés contre nous-mêmes, s'ils sont en contact avec des antigènes, et bien là ils vont se multiplier, ils vont devenir compétents en fonction des antigènes qui sont en contact avec eux. Ensuite, pour continuer, je vous invite à aller sur ce site, c'est un truc qui est quand même super récent, c'est juste pour vous accrocher un petit peu. Je vais vous mettre la vidéo. Allez, je vous mets une petite vidéo qui vous montre en fait quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise bretonne qui avait mis en place en fait un test sérologique qui était très simple pour détecter en fait la présence du Covid-19 par le biais en fait des anticorps qui étaient orientés contre le Covid-19. Donc je vous montre ça, il faut savoir que ça date, si je dis pas de bêtises, je crois que ce reportage a été diffusé tout début avril. Je vous montre, après on va partir sur une activité puis on discutera un petit peu de tout ça. Le dispositif qui intègre un autopiqueur et un collecteur de sang. Donc ici c'est à usage unique, donc on va appuyer sur le bouton pour piquer au bout du doigt. On collecte ici une petite goutte de sang et ensuite on transfère le sang sur le réactif de cette manière en toute sécurité et simplicité. Et ensuite on va rajouter 2 gouttes de solution tampon pour qu'il y ait une migration et ensuite on aura un résultat en 15 minutes. Donc ce test est un test sérologique, c'est-à-dire il utilise une goutte de sang prélevée au bout du doigt et il va indiquer si le corps a réagi au virus, donc c'est-à-dire si le système immunitaire d'une personne qui a été en contact avec le virus. Donc en effet, si elle a été en contact avec le virus, on peut dire qu'à entre 10 et 15 jours, elle va développer une immunité.
et on va pouvoir la détecter avec ce test. Alors, où va-t-on pratiquer ces tests? Chez le médecin, au laboratoire, à la maison? Donc ce test est destiné à un usage par les professionnels de santé et il pourra être utilisé aussi bien dans les laboratoires de biologie qu'au chevet du patient. Que peut-on dire sur la fiabilité de ces tests? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? On a entendu beaucoup de tests qui faisaient des faux positifs. Alors écoutez, pour être très franc, c'est les experts qui ont évalué notre test et les résultats seront sur notre site web sous quelques jours. Quand ces tests seront-ils disponibles et en quelle quantité? Donc on lance des productions de masse, on est en train, tout le monde travaille très fortement parce que notre test est fortement attendu sur le terrain et donc les premiers tests seront livrés avant fin avril et nous produirons 6 millions de tests ces 6 prochains mois. Quelle est l'utilité de ces tests dès à présent? Finalement, est-ce qu'ils ne seront pas plus utiles en sortie de confinement quand on voudra savoir qui est touché ou pas? Alors, dès aujourd'hui, on a des médecins urgentistes qui ont également participé à l'évaluation de ce test et ils nous ont dit vraiment avant on travaillait dans l'aveugle et aujourd'hui ça nous permet de savoir, voilà, d'avoir plus d'informations sur le patient et s'il a développé ou non une immunité déjà. Et en fait, c'est tout à fait complémentaire à toutes les autres technologies de laboratoire. On parle beaucoup de biologie moléculaire, etc. Donc on va détecter des fenêtres différentes des personnes si elles ont été ou non en contact avec le virus. Et en effet, post-confinement, ça va également permettre de savoir quels sont les patients qui ont pu développer une immunité et qui seront en principe moins à risque et quels sont les patients qui n'ont pas été en contact avec le virus et qui du coup n'ont pas développé une immunité. En quoi vos tests sont-ils meilleurs que ceux qu'on a actuellement? Alors comme je vous le disais, on présentera les résultats sur notre site web. Mais ce qui est unique et exclusif, c'est ce boîtier tout en un révolutionnaire qui permet vraiment qui intègre l'autopiqueur, le collecteur de sang et on rajoute 2 gouttes. On a un résultat en 15 minutes, donc ça va vraiment simplifier la vie de tout le personnel médical. Bien, donc après cette vidéo qui était très intéressante, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, après, visiblement, parmi ces tests sérologiques, il y avait des petits soucis avec une proportion un petit peu trop importante de tests qui ressortaient comme étant négatifs alors que la personne avait été en contact avec le coronavirus. Donc, c'est à cause de ça que ces tests-là ne seraient pas assez, ne sont pas mis vraiment en avant et répandus. Mais bon, voilà. Après, sur le principe scientifique, ces tests-là sont quand même très intéressants pour la raison suivante, c'est que ça permet de savoir si la personne ou non, comme ça a été très bien expliqué, a été en contact avec le virus ou non. Donc simplement, c'est avec les différents récepteurs, savoir quels anticorps, quels bons anticorps sont présents, etc. En gros, c'est plus des ajustements à faire, mais sinon le principe est excellent. Alors, donc, petite précision. Pour que vous compreniez vraiment comment ça fonctionne, ces fameux tests sérologiques, il faut que je vous explique une chose, c'est que parmi les anticorps qui sont fabriqués, il y a une diversité. Et ces anticorps, ces immunoglobulines, à chaque fois on les note IG, mais en fait, pour ces immunoglobulines, il y a plusieurs familles d'immunoglobulines. En sachant que dans chacune de ces familles, en plus, on peut avoir encore d'autres types. Mais bon, on va s'arrêter là. Simplement, vous avez des IgG, des IgM, des IgA, des IgD, des IgE. Si on fait notre petit tableau, voilà à quoi ça ressemble. Je vous rassure, on va s'intéresser surtout à 2 types d'anticorps. Donc, les IgG et les IgM, ce sont les 2 sur lesquels on va surtout se pencher, puisque ce sont les 2 qu'on va retrouver dans le sang, dans le sérum de notre sang. Alors, les IgG... est-ce qu'ils sont sur les lymphocytes? Alors déjà première chose, j'ai fait donc différentes lignes pour vous avec différentes questions. Donc est-ce qu'ils sont présents sur les membranes des lymphocytes? C'est oui pour tous, on peut les retrouver dessus. Ensuite, est-ce que cette immunoglobuline est sécrétée? Il n'y a que pour 3 immunoglobulines pour qui c'est le cas, ce sont les IgG, les IgM et les IgA. Les IgD, on ne les retrouve que
à la surface que à la surface des lymphocytes, et les IgE sont particuliers. En fait, ils vont entrer en action puisqu'en fait on va les retrouver surtout au niveau des granulocytes et des mastocytes, et en fait ces globules blancs là vont avoir tendance à libérer leur contenu enzymatique qui fait des réactions et qui peut pousser aux réactions inflammatoires, et notamment c'est ce qui peut se manifester lorsqu'on fait une allergie, hein. Quand on est en contact avec des grains de pollen à certains endroits, ces cellules-là vont libérer plein de choses parce que les IgE ont été en contact avec les grains de pollen, et du coup ça fait une réaction en chaîne inflammatoire qui peut être très importante et assez désagréable. Ensuite, deuxièmement, donc cette immunoglobuline est sécrétée, donc c'est oui pour tous, hein, tout le monde est capable de le faire, il n'y a que les IgD qui ne sont pas sécrétés. Ensuite, nombre d'antigènes pouvant être fixés. Comme vous pouvez le voir sur les différents schémas que vous avez là, vous remarquerez que soit vous avez des formes classiques comme pour les IgG, les IgD et les IgE, c'est-à-dire en gros la conformation en Y, mais parfois ces anticorps peuvent s'associer entre eux, et par exemple les IgM, vous avez 5 immunoglobulines qui peuvent s'associer, ce qui fait que vous avez une configuration d'IgM qui peut choper 10 antigènes différents. C'est fou. Pour les IgA, là, vous avez vu, ils peuvent s'associer 2 par 2, donc ça peut aller jusqu'à 4 antigènes fixés pour une seule protéine de ce type-là. Ensuite, où est-ce qu'on le retrouve? Donc les IgG, on avait dit que c'était dans le sang. Pour les IgG et les IgM, c'est dans le sang. Lymphocyte B, et en plus, pour les IgA, c'est tout ce qui est muqueuse, sécrétion, c'est-à-dire tout ce qui va être dans votre tube digestif, vous allez les retrouver, dans votre arbre bronchique, vous allez les retrouver, et aussi dans les vagins, vous pouvez retrouver ça. Donc ça veut dire que dans les mucus, vous avez ce type d'anticorps qui va être dans les interfaces entre l'extérieur et notre corps, hein, dans des zones un petit peu plus sensibles. En fait, vous avez des immunoglobulines qui peuvent être sécrétées pour stopper la pénétration donc, des pathogènes dans notre organisme. Et ensuite, où est-ce qu'on les retrouve? Donc, c'était ce que je vous avais raconté pour les réactions inflammatoires, les IgE, donc avec les granulocytes basophiles et les mastocytes. Ensuite, proportion sur l'ensemble. Alors, ce qu'on peut remarquer là, si on regarde vite fait, là, on survole, c'est simplement la prédominance des IgG, hein. C'est à peu près les 3/4 des immunoglobulines qui sont sécrétées. Donc les IgG, ce sont les plus importantes en termes de volume. Après, vous avez en deuxièmement plus important, ce qui est normal, c'est par rapport aux sécrétions vis-à-vis des muqueuses, ce sont les IgA. Et puis très très rare, les IgD et les IgE finalement ne représentent pas grand chose. Et puis vous avez les IgM qui sont quand même assez importants, notamment parce qu'ils ont la particularité d'être sécrétés en début de réaction immunitaire spécifique. Ensuite, en termes de demi-vie, là pareil, ce qui est intéressant, c'est de voir que les IgG restent longtemps présents dans notre sang, les IgA vont rester assez longtemps pour avoir le temps de faire leur réaction, hein. Et ensuite les autres types d'immunoglobulines sont quand même perdurent moins longtemps pendant les différentes réactions. Ensuite les rôles. Les immunoglobulines, que ce soit les IgG, les IgM, c'est à peu près le même rôle, hein, c'est stopper les bactéries, les virus, les toxines. Et les IgM, étant donné qu'ils sont plus nombreux, ça permet de faire des agglutinations plus importantes et notamment interagir avec le complément. Les IgD, c'est surtout pour les activations des lymphocytes B. Les IgA, c'est tout ce qui est c'est bloquer les bactéries, les virus au niveau des muqueuses, et les IgE, c'est en fait, on a l'impression comme ça qu'en fait c'est juste fait pour nous enquiquiner, mais c'est hyper important pour lutter contre les parasites. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de balance entre IgE et IgG, le problème c'est, le fait d'être en contact avec des parasites, de temps en temps, ça permet d'éviter qu'on soit que sur des réactions inflammatoires, donc des réactions type allergique. Bon, bref, je reviens un petit peu dans le principe. Ce que vous devez retenir, c'est surtout IgG et IgM. Ces deux-là, ce sont les deux seuls sur lesquels on va travailler, hein. Donc, le truc hyper important que vous devez savoir, c'est que pour des IgG et des IgM qui vont avoir des parties qui sont communes, c'est-à-dire qui vont être capables de reconnaître les mêmes antigènes, il faut savoir que lorsque vous tombez malade, ce sont d'abord les IgM que vous allez sécréter, que vos plasmocytes vont fabriquer,
Et après, dans un second temps, ce sont les IgG qui vont prendre la relève et qui vont être sécrétés en bien plus grande quantité. Je poursuis. Donc, ce sont... Hop là. Donc, il n'y a que les IgG et les IgM qui nous intéressent. Et première question que je vous pose, c'est en sachant que les IgM sont les premières immunoglobulines à être sécrétées... Donc, en sachant ceci, je vous demande de m'analyser les différentes photos, les différentes images que vous avez pour des tests sérologiques qui fonctionnent sur le même principe que vous avez été présenté par le monsieur tout à l'heure. Ensuite, deuxième question. On imagine que les 4 tests qui sont donc tous différents, on imagine que ça a été une même personne qui a effectué ces 4 tests. Je vous demande de me replacer dans l'ordre les différents tests en suivant la logique sérologique que je vous ai expliquée tout à l'heure. Donc, vous avez donc, hop là, imaginons, on fait le test sérologique, on replie la chose, on met le petit réactif et après on obtient donc les différentes images. Donc là on a 4 tests, 4 patients différents et après plus tard dans un deuxième temps en fait ce que je vous demande c'est imaginons que ce soit un même patient qui a réattrapé le Covid-19 et essayer de remettre en fait dans quel ordre est-ce qu'on aurait les immunoglobulines qui apparaîtraient. Allez c'est parti, à vous de jouer, au travail. Bien, alors là, l'exercice est un peu plus simple que tout à l'heure, je trouve. Donc, vous avez les différents tests, on les a ici, on va les prendre un par un. Alors, premièrement, si on s'intéresse au premier test, ce que l'on peut dire, c'est que l'on a des IgM, des IgM et aussi des IgG. Si on a les deux types d'immunoglobulines, ça veut dire qu'on est en plein pendant en pleine réaction immunitaire et en sachant que on a d'abord les IgM et après les IgG, ça veut dire qu'on est quand même, ça va faire quand même quelques temps qu'on a la réaction immunitaire spécifique qui s'est mise en place. Donc ça veut dire qu'en gros on est dans la 2e semaine de réaction. Ensuite, le deuxième test, on a uniquement des IgM et on n'a pas d'IgG. Ça veut dire qu'on est dans la première phase de réaction spécifique qui est mise en place avec les premiers anticorps sécrétés et orientés contre le Covid-19 qui sont sécrétés. Donc ça veut dire qu'on est juste quelques jours après l'infection. Deuxièmement, ici, vous voyez qu'on n'a ni IgM ni IgG. On n'a rien du tout qui soit orienté, aucun anticorps qui a été reconnu. Ça veut dire que la personne n'a pas croisé le virus. Et enfin, dans un dernier temps, vous avez le dernier test où vous n'avez plus d'IgM, vous n'avez que des IgG. Ça veut dire deux choses. Soit on est quelques semaines après, fin de 2e semaine ou 3e semaine après l'infection du Covid-19. Donc là, on a énormément d'IgG qui sont sécrétés et donc on est vraiment sur la guérison, la fin de rémission, ou soit tout simplement on est tombé sur quelqu'un qui a déjà rencontré le Covid, qui a guéri, ou soit il a été asymptomatique et qui présente des anticorps, des IgG qui sont orientés contre le Covid-19, donc ça veut dire que cette personne-là a déjà croisé la route de la maladie et qui n'est plus du tout malade. Donc ça, ce genre de choses, ça peut servir notamment pour, je vous mettrai un exercice, mais par exemple pour dépister des personnes qui ont certaines maladies, et notamment il y en a une qui est assez particulière, c'est par exemple pour la mononucléose. C'est en regardant les différents cocktails des immunoglobulines qui sont présentes dans le sang qu'on arrive à savoir si la personne a déjà eu la mononucléose ou non, parce que vous savez que cette maladie-là, qu'on appelle la maladie de Bézet, mais j'en reparlerai, c'est une maladie où en fait on peut l'avoir, la développer sans s'en rendre compte, et puis dans d'autres cas, quand on la développe, et notamment quand on est un peu plus vieux, c'est beaucoup plus compliqué avec des symptômes qui sont assez terribles. Donc le dernier, vous n'avez que des IgG, ça veut dire que la personne a déjà rencontré la maladie. Allez, maintenant, on imagine qu'une personne a été touchée par ce virus, et on essaie de replacer les tests, en gros, quelle serait l'allure de ces différents tests. Alors, premièrement, si on suit cette logique-là, donc voilà en fait la courbe à quoi ça ressemblerait en termes de présence du virus, de quantité d'IgM et d'IgG qui sont présents dans notre sérum, voilà à quoi ça ressemblerait. Imaginons, on est avant l'infection.
Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun anticorps qui est sécrété. Voilà à quoi ça ressemblerait. On aurait un test où il n'y aurait rien qui apparaîtrait pour les IgM et les IgG. Ensuite, on avance un petit peu dans le temps. Donc là, on est au tout début de l'infection. Après, on va dire qu'entre là et là, on a à peu près 2-3 jours qui sont écoulés. Puis après, on commence à sécréter. Donc on est vers le 4-5e jour à peu près. Et voilà, tac, voilà ce qu'on obtiendrait. On obtiendrait le test numéro 2. Donc on aurait présence d'IgM et c'est tout. Ensuite, on avance dans le temps, on a maintenant des plasmocytes qui sécrètent à grande quantité des IgG, qui vont être très importants dans notre sérum, et ça va correspondre, en fait, le fait qu'on ait les deux, ça va permettre de casser donc la courbe d'importance, de quantité de virus, et puis ça va commencer à décliner. Et donc, à ce niveau-là, on a et des IgG et des IgM et des IgG, donc on aurait les deux qui seraient positifs. Donc là, en gros, on serait dans la 2e semaine de post-infection. Et ensuite, sur le long terme, une fois qu'on est remis de tout ça, alors ça peut être au bout de quelques semaines, sachant que le Covid-19 c'est particulier, visiblement ça a l'air de rester assez longtemps. Alors imaginons on est 2 mois plus tard, et bien là on aurait toujours des anticorps, des IgG qui seraient présents, et donc on aurait uniquement ça. Voilà. Donc, dans l'ordre, on n'aurait rien du tout, après des IgM, ensuite des IgM plus les IgG, et après, encore plus tard, uniquement des IgG. Voilà en gros le principe du test. Donc je vous ai remis le lien ici, c'est un article du Monde qui parle de ça, avec le principe du test qui vous a été montré dans la vidéo, en repliant tout ça avec l'autopiqueur. Et donc, à quoi est-ce que tout ça correspond? Donc, c'est soit phase de convalescence, ou soit la personne a déjà été en contact il y a un petit moment, et puis simplement, on repère une trace du passage du virus au sein de son sérum. Ensuite, voilà ce qu'on peut dire, c'est les immunoglobulines sécrétées par les plasmocytes sont essentiellement les IgG. Et les IgM, les premières immunoglobulines sécrétées sont d'abord les IgM et après, plus tard, les IgG. La présence d'IgM et d'IgG permet de dire si les personnes ont déjà attrapé la maladie ou non, et aussi à voir à quel moment de la maladie ils sont, si c'est au tout début ou s'ils sont en pleine convalescence. Voilà. Je vous embête pas plus. Voilà, par rapport à tout ce que vous pouvez voir en termes d'infos, aux histoires de dépistage, etc., c'est un cours quand même qui est assez intéressant dans le sens où vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que les tests sérologiques quand même c'est plutôt pas mal pour se faire une idée de l'étendue de diffusion du virus. Et effectivement, c'est un marqueur qui est très important. Après, le tout, c'est qu'on ait effectivement dans les tests sérologiques qu'on a une bonne efficacité et qu'on n'ait pas trop de faux positifs ou de faux négatifs dans l'histoire. Mais bon, c'est quand même quelque chose de primordial pour vraiment faire un état des lieux qui soit correct et pas faussé. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça permet, contrairement aux tests qui sont faits avec les tests PCR, c'est que si vous avez... en gros, une personne qui a eu déjà la maladie il y a quelque temps, s'il n'a pas été testé auparavant, l'avantage du test sérologique, c'est que ça permet d'affirmer que oui, la personne a bien eu la maladie il y a quelque temps, parce qu'il y a énormément de personnes qui se posent la question, est-ce qu'ils ont été porteurs sains, ou est-ce que la petite angine qu'ils ont eue début mars, c'était le Covid, ou si c'était autre chose. Donc ce sont des tests qui sont très pertinents et très intéressants. Voilà, allez, je vous remercie. Merci pour votre attention, d'avoir bien regardé et fait les exercices. À tout bientôt, portez-vous bien. Et puis à la semaine prochaine où l'on s'intéressera au lymphocytes T. Allez, prenez soin de vous. Salut!